Bonjour à tous et bienvenue sur French Avenue pour cette leçon exceptionnelle. Je suis le professeur Monsieur John Miller et je suis honoré de vous guider aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous visez l'apprentissage efficace du français. Vous avez déjà maîtrisé les bases et vous cherchez désormais à enrichir votre vocabulaire B2. Ce niveau représente la frontière entre un bon locuteur et un locuteur couramment autonome. Aujourd'hui, nous allons dévoiler 500 mots essentiels pour le niveau B2 complet. Beaucoup d'apprenants cherchent des méthodes rapides pour mémoriser le vocabulaire efficacement. Ils peuvent communiquer mais ne connaissent pas assez de mots pour s'exprimer librement. Dans cette leçon, nous allons transformer votre façon d'apprendre le vocabulaire français. Vous découvrirez 500 mots organisés par thème pour une mémorisation optimale. Nous analyserons aussi les techniques pour retenir ces mots pendant votre sommeil potentiellement. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, votre vocabulaire sera considérablement enrichi. Mais attention, cette leçon est dense et richée d'une concentration totale de votre part. Il est crucial de rester jusqu'à la toute fin pour ne manquer aucune technique efficace. La dernière section contient des analyses profondes qui font la différence réelle. Si vous quittez maintenant, vous resterez avec un vocabulaire limité pour longtemps encore. Prenez donc votre carnet, installez-vous confortablement et préparez-vous à apprendre. Je suis le professeur Monsieur John Miller et je vous garantis une progression réelle. Avant de commencer, j'ai une question importante pour vous dans les commentaires. Quelle est votre méthode préférée pour mémoriser du vocabulaire nouveau en français? Est-ce la répétition, les flashcards, l'écoute nocturne ou une autre technique personnelle? Votre réponse m'aidera à adapter les prochaines leçons pour votre réussite totale. Merci de votre participation active et commençons maintenant cette aventure linguistique. Partie 2. Leçon principale, 500 mots B2 pour parler couramment. Partie 2. Section 1. L'importance du vocabulaire B2 pour la fluidité. Commençons par comprendre pourquoi le vocabulaire B2 est si important pour votre progression. Au niveau B1, vous pouvez communiquer efficacement dans la plupart des situations courantes. Cependant, le niveau B2 exige un vocabulaire plus riche pour exprimer des idées complexes. Il ne s'agit plus seulement de se faire comprendre, mais de s'exprimer avec aisance et précision. La richesse lexicale devient l'outil principal pour montrer votre maîtrise avancée de la langue. Un locuteur B2 sait choisir le mot exact qui porte la connotation souhaitée précisément. Par exemple, dire que quelque chose est bien et correct mais manque de finesse descriptive. Dire que quelque chose est excellent, remarquable ou exceptionnel change totalement le sens. Cette capacité à varier est ce qui sépare un apprenant intermédiaire d'un locuteur autonome. Nous allons donc explorer les catégories où cette richesse lexicale est la plus cruciale aujourd'hui. Partie 2, section 2, les mots du monde professionnel et de l'entreprise. Passons maintenant aux mots essentiels utilisés dans le contexte professionnel et empresarial. La réunion commence à 9 h avec tous les membres de l'équipe projet. Le directeur présente les nouveaux objectifs stratégiques pour l'année fiscale prochaine. Les employés doivent respecter les délais imposés par la direction générale. Le budget alloué permet de financer plusieurs initiatives importantes cette année. La formation continue améliore les compétences de tout le personnel régulièrement. Le recrutement de nouveaux talents renforce les équipes existantes considérablement. La communication interne facilite la collaboration entre tous les départements. L'évaluation annuelle mesure la performance de chaque employé objectivement. La promotion récompense les efforts et la contribution de chacun équitablement. Le licenciement reste une solution ultime quand toutes les autres options échouent. Ces mots sont essentiels pour naviguer dans un environnement professionnel francophone. Partie 2, section 3. Les mots des études et de la formation académique. Abordons maintenant les mots essentiels utilisés dans le contexte académique et universitaire. L'inscription à l'université doit être faite avant la date limite officielle. Le cours magistral rassemble des centaines d'étudiants dans un grand amphithéâtre. La dissertation exige une réflexion personnelle et une argumentation structurée solide. L'examen final détermine la validation du semestre et l'obtention des crédits. La bibliothèque universitaire offre des ressources documentaires nombreuses et variées. Le mémoire de recherche nécessite plusieurs mois de travail approfondi et régulier. La soutenance orale permet de présenter les résultats devant un jury d'experts.
La bourse d'études aide financièrement les étudiants méritants dans leurs études. Le stage en entreprise complète la formation théorique par une expérience pratique. La certification atteste des compétences acquises pendant le parcours de formation. Ces mots sont cruciaux pour réussir dans le système éducatif francophone supérieur. Partie 2, section 4. Les mots de la vie quotidienne et sociale. Intégrons les mots essentiels utilisés dans le contexte de la vie quotidienne courante. Les courses alimentaires se font généralement au supermarché du quartier hebdomadairement. La lessive est faite une fois par semaine pour maintenir l'hygiène du logement. Le ménage régulier garde l'appartement propre et agréable à vivre quotidiennement. La cuisine familiale rassemble tous les membres autour de la table chaque soir. Les loisirs occupent le temps libre pendant les week-ends et les vacances annuelles. Les amis se rencontrent régulièrement pour partager des moments conviviaux ensemble. La famille reste un pilier important dans la vie sociale de chacun personnellement. Les voisins entretiennent des relations courtoises dans l'immeuble ou le quartier. Les commerces de proximité facilitent les achats du quotidien sans se déplacer loin. Les transports en commun permettent de se déplacer facilement dans toute la ville. Ces mots enrichissent votre expression dans les conversations familiales et amicales. Partie 2, section 5. Les mots des sentiments et des émotions personnelles. Pour exprimer les sentiments, enrichissez votre vocabulaire émotionnel personnel. La joie illumine le visage quand une bonne nouvelle est annoncée unexpectedly. La tristesse envahit le cœur après la perte d'un être cher ou important. La colère éclate quand l'injustice est ressentie profondément et personnellement. La peur paralyse parfois devant l'inconnu ou les situations dangereuses potentielles. L'amour unit deux personnes dans un engagement mutuel et sincère durablement. L'amitié crée des liens forts basés sur la confiance et le respect réciproque. L'espoir maintient la motivation même dans les moments difficiles et sombres. Le doute interroge les certitudes et remet en question les convictions établies. La fierté récompense les efforts et les réussites personnelles accomplies récemment. La honte peut surgir après une erreur ou un comportement inapproprié reconnu. Ces termes humanisent votre parole et permettent de partager vos ressentis avec exactitude. Partie 2, section 6. Les mots du temps et de la chronologie. La gestion du temps et de la chronologie demande un vocabulaire spécifique et varié. Le matin commence la journée avec le lever du soleil et le premier repas. L'après-midi suit le déjeuner et précède la fin de la journée de travail. Le soir marque la fin des activités professionnelles et le retour à la maison. La nuit permet le repos et la récupération après une journée bien remplie. La semaine comprend 5 jours de travail et 2 jours de repos habituellement. Le mois est divisé en 4 semaines environ pour l'organisation personnelle. L'année contient 12 mois et marque le cycle complet des saisons naturelles. Le siècle représente 100 années et permet de situer les événements historiques. La décennie couvre 10 années et marque une période significative d'évolution. L'instant désigne un moment précis et bref dans le déroulement du temps. Ces termes permettent de situer précisément les actions dans une chronologie claire. Partie 2, section 7. Les mots de la quantité et de la mesure. Pour décrire la quantité et la mesure, utilisez un vocabulaire précis et nuancé. Le nombre indique une quantité comptable et précise d'éléments identifiables. La quantité désigne une mesure plus générale et moins précise numériquement. La majorité représente plus de la moitié d'un ensemble ou d'un groupe donné. La minorité correspond à la partie la plus petite d'un ensemble ou groupe. La totalité englobe l'ensemble complet sans aucune exclusion ou omission. La partie désigne un élément ou un segment d'un ensemble plus grand. La proportion établit un rapport entre deux quantités ou mesures comparées. Le pourcentage exprime une proportion sur une base de 100 unités totales. La moyenne calcule la valeur centrale d'une série de nombres ou données. Le total additionne toutes les valeurs ou éléments d'un ensemble complet. Ces nuances évitent les généralisations hâtives et rendent votre discours plus précis. Partie 2, section 8. Les mots de la cause et de la conséquence. Enfin, maîtrisez le vocabulaire de la cause et de la conséquence pour l'analyse. La cause explique l'origine ou la raison d'un phénomène ou d'un événement. La raison justifie une décision ou un comportement par des motifs valables. Le motif désigne ce qui pousse quelqu'un à agir d'une manière déterminée.
L'origine indique le point de départ ou la source d'une situation donnée. La conséquence décrit le résultat ou l'effet d'une action ou d'un événement. Le résultat mesure l'aboutissement concret d'une action ou d'un processus. L'effet observe l'impact ou l'influence d'une cause sur une situation. La suite indique ce qui vient après dans une séquence logique temporelle. La fin marque le terme ou la conclusion d'un processus ou d'une histoire. Le but désigne l'objectif ou la finalité d'une action ou d'un projet. La maîtrise de ces mots vous permet d'analyser et d'expliquer les relations causales. L'acquisition de ces 500 mots ne se fait pas en un jour, mais avec patience. Mais leur intégration progressive changera radicalement votre niveau de français avancé. Ne vous contentez pas de lire ces mots passivement sans les utiliser activement. Essayez de former des phrases complexes avec eux dès aujourd'hui dans vos écrits. Imaginez des situations professionnelles où vous devriez utiliser ces mots naturellement. Plus vous les contextualiserez, plus ils deviendront spontanés dans votre discours. Le passage du B1 au B2 est un saut qualitatif important vers l'autonomie linguistique. Vous avez maintenant les outils pour exprimer des idées complexes avec une grande finesse. Vous pouvez nuancer vos propos et participer à des débats structurés et exigeants. Continuez à pratiquer, à lire des articles académiques et à écouter des conférences. Votre français est en train de devenir celui d'un locuteur autonome et accompli. Partie 3. Vocabulaire important, 50 mots avec exemple. Mot 1. Réunion. Explication. Nom signifiant une assemblée de personnes pour discuter ou décider ensemble. Exemple 1. La réunion commence à 9 h avec tous les membres de l'équipe projet. Exemple 2. Nous devons organiser une réunion urgente pour discuter de ce problème important. Exemple 3. La réunion hebdomadaire permet de faire le point sur l'avancement des travaux. Mot 2. Directeur. Explication. Nom signifiant la personne qui dirige une entreprise ou un organisme. Exemple 1. Le directeur présente les nouveaux objectifs stratégiques pour l'année prochaine. Exemple 2. Le directeur général annonçait des changements importants dans l'organisation. Exemple 3. Chaque département a son propre directeur pour coordonner les activités. Mot 3. Employé. Explication. Nom signifiant une personne qui travaille pour une entreprise ou un organisme. Exemple 1. Les employés doivent respecter les délais imposés par la direction générale. Exemple 2. Tous les employés ont reçu une formation sur les nouvelles procédures de sécurité. Exemple 3. L'entreprise compte plus de 500 employés dans plusieurs départements. Mot 4. Budget. Explication. Nom signifiant la somme d'argent prévue pour une activité ou un projet. Exemple 1. Le budget alloué permet de financer plusieurs initiatives importantes cette année. Exemple 2. Nous devons respecter le budget prévu pour ne pas dépasser les dépenses autorisées. Exemple 3. Le budget de fonctionnement couvre les frais courants de l'entreprise mensuellement. Mot 5. Formation. Explication. Nom signifiant l'apprentissage de compétences professionnelles ou personnelles. Exemple 1. La formation continue améliore les compétences de tout le personnel régulièrement. Exemple 2. Cette formation dure 3 jours et couvre tous les aspects du nouveau logiciel. Exemple 3. La formation est obligatoire pour tous les nouveaux employés de l'entreprise. Mot 6. Recrutement. Explication. Nom signifiant le processus d'embauche de nouveaux membres du personnel. Exemple 1. Le recrutement de nouveaux talents renforce les équipes existantes considérablement. Exemple 2. Le service des ressources humaines gère tout le processus de recrutement annuellement. Exemple 3. Le recrutement se fait sur la base des compétences et de l'expérience professionnelle. Mot 7. Communication. Explication. Nom signifiant l'échange d'informations entre personnes ou services. Exemple 1. La communication interne facilite la collaboration entre tous les départements. Exemple 2. Une bonne communication évite les malentendus et les erreurs dans le travail. Exemple 3. La communication écrite doit être claire et précise pour être efficace. Mot 8. Évaluation. Explication. Nom signifiant l'analyse et le jugement de la performance ou de la qualité. Exemple 1. L'évaluation annuelle mesure la performance de chaque employé objectivement. Exemple 2. L'évaluation des compétences permet d'identifier les besoins en formation. Exemple 3. Les critères d'évaluation sont communiqués à tous les employés en début d'année.
Mot 9. Promotion. Explication. Nom signifiant l'avancement dans la hiérarchie professionnelle ou la publicité. Exemple 1. La promotion récompense les efforts et la contribution de chacun équitablement. Exemple 2. Il a obtenu une promotion après 5 ans de travail dans cette entreprise. Exemple 3. La campagne de promotion vise à augmenter les ventes du nouveau produit. Mot 10. Licenciement. Explication. Nom signifiant la rupture du contrat de travail par l'employeur. Exemple 1. Le licenciement reste une solution ultime quand toutes les autres options échouent. Exemple 2. Le licenciement économique concerne plusieurs employés dans ce secteur en crise. Exemple 3. La procédure de licenciement doit respecter strictement le Code du travail. Mot 11. Inscription. Explication. Nom signifiant l'action de s'enregistrer dans un établissement ou un programme. Exemple 1. L'inscription à l'université doit être faite avant la date limite officielle. Exemple 2. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de septembre annuellement. Exemple 3. L'inscription en ligne simplifie les démarches administratives pour les étudiants. Mot 12. Cours. Explication. Nom signifiant une séance d'enseignement ou d'apprentissage structuré. Exemple 1. Le cours magistral rassemble des centaines d'étudiants dans un grand amphithéâtre. Exemple 2. Les cours commencent à 8 heures du matin et finissent à 18 heures. Exemple 3. Chaque cours dure 2 heures avec une pause de 15 minutes au milieu. Mot 13. Dissertation. Explication. Nom signifiant un travail écrit argumenté sur un sujet donné académiquement. Exemple 1. La dissertation exige une réflexion personnelle et une argumentation structurée solide. Exemple 2. La dissertation de philosophie dure 4 heures pendant l'examen du baccalauréat. Exemple 3. Les étudiants doivent rédiger une dissertation de 10 pages minimum ce semestre. Mot 14. Examen. Explication. Nom signifiant une épreuve pour évaluer les connaissances ou compétences. Exemple 1. L'examen final détermine la validation du semestre et l'obtention des crédits. Exemple 2. Les étudiants révisent intensivement pendant les semaines précédant les examens. Exemple 3. L'examen oral permet d'évaluer la capacité d'expression et de réflexion. Mot 15. Bibliothèque. Explication. Nom signifiant un lieu où sont conservés des livres et documents consultables. Exemple 1. La bibliothèque universitaire offre des ressources documentaires nombreuses et variées. Exemple 2. Les étudiants passent de longues heures à la bibliothèque pour leurs recherches. Exemple 3. La bibliothèque est ouverte tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés. Mot 30. Amour. Explication. Nom signifiant un sentiment d'affection profonde et d'attachement durable. Exemple 1. L'amour unit deux personnes dans un engagement mutuel et sincère durablement. Exemple 2. L'amour familial est inconditionnel et reste présent même dans les difficultés. Exemple 3. L'amour de la musique l'a poussé à apprendre plusieurs instruments différents. Mot 31. Matin. Explication. Nom signifiant la première partie de la journée entre le lever et midi. Exemple 1. Le matin commence la journée avec le lever du soleil et le premier repas. Exemple 2. Je suis plus productif le matin quand mon esprit est frais et reposé. Exemple 3. Le café du matin est un rituel important pour bien commencer la journée. Mot 32. Après-midi. Explication. Nom signifiant la partie de la journée entre midi et le soir. Exemple 1. L'après-midi suit le déjeuner et précède la fin de la journée de travail. Exemple 2. Les rendez-vous sont souvent fixés l'après-midi pour des raisons pratiques. Exemple 3. La sieste de l'après-midi permet de récupérer de l'énergie pour la soirée. Mot 33. Soir. Explication. Nom signifiant la fin de la journée entre la fin du travail et la nuit. Exemple 1. Le soir marque la fin des activités professionnelles et le retour à la maison. Exemple 2. Les soirées entre amis sont des moments de détente et de convivialité. Exemple 3. Le dîner du soir est souvent le seul repas pris en famille en semaine. Mot 34. Semaine. Explication. Nom signifiant une période de 7 jours consécutifs. Exemple 1. La semaine comprend 5 jours de travail et 2 jours de repos habituellement. Exemple 2. La semaine prochaine, nous aurons plus de temps pour finaliser le projet. Exemple 3. Chaque semaine, une réunion d'équipe permet de faire le point sur l'avancement. Mot 35. Année.
Explication. Nom signifiant une période de 12 mois ou 365 jours. Exemple 1. L'année contient 12 mois et marque le cycle complet des saisons naturelles. Exemple 2. La nouvelle année commence le 1er janvier selon le calendrier grégorien. Exemple 3. Cette année a été particulièrement riche en événements et en apprentissages. Mot 36. Nombre. Explication. Nom signifiant une quantité comptable et précise d'éléments. Exemple 1. Le nombre indique une quantité comptable et précise d'éléments identifiables. Exemple 2. Le nombre de participants dépasse les attentes des organisateurs de l'événement. Exemple 3. Un grand nombre de candidats ont postulé pour ce poste très attractif. Mot 37. Majorité. Explication. Nom signifiant plus de la moitié d'un ensemble ou d'un groupe. Exemple 1. La majorité représente plus de la moitié d'un ensemble ou d'un groupe donné. Exemple 2. La majorité des étudiants ont réussi l'examen du premier coup cette année. Exemple 3. La majorité absolue est nécessaire pour adopter certaines décisions importantes. Mot 38. Quantité. Explication. Nom signifiant une mesure plus ou moins précise d'éléments ou de matière. Exemple 1. La quantité désigne une mesure plus générale et moins précise numériquement. Exemple 2. Une grande quantité de documents doit être traitée avant la fin du mois. Exemple 3. La quantité de travail augmente considérablement en période de pointe. Mot 39. Proportion. Explication. Nom signifiant un rapport entre deux quantités ou mesures comparées. Exemple 1. La proportion établit un rapport entre deux quantités ou mesures comparées. Exemple 2. Une proportion importante des ventes se fait en ligne maintenant régulièrement. Exemple 3. La proportion de femmes dans ce secteur augmente progressivement depuis quelques années. Mot 40. Pourcentage. Explication. Nom signifiant une proportion exprimée sur une base de 100 unités. Exemple 1. Le pourcentage exprime une proportion sur une base de 100 unités totales. Exemple 2. Le pourcentage de réussite a augmenté de 10 points cette année scolaire. Exemple 3. Un pourcentage des bénéfices est reversé à des œuvres caritatives annuellement. Mot 41. Cause. Explication. Nom signifiant l'origine ou la raison d'un phénomène ou d'un événement. Exemple 1. La cause explique l'origine ou la raison d'un phénomène ou d'un événement. Exemple 2. La cause de l'accident est encore en cours d'investigation par les autorités. Exemple 3. Défendre une cause juste donne du sens à son engagement personnel et citoyen. Mot 42. Raison. Explication. Nom signifiant le motif ou la justification d'une action ou d'une décision. Exemple 1. La raison justifie une décision ou un comportement par des motifs valables. Exemple 2. La raison principale de ce changement est l'évolution du marché concurrentiel. Exemple 3. Avoir raison ne suffit pas, il faut encore savoir le démontrer clairement. Mot 43. Conséquence. Explication. Nom signifiant le résultat ou l'effet d'une action ou d'un événement. Exemple 1. La conséquence décrit le résultat ou l'effet d'une action ou d'un événement. Exemple 2. Les conséquences de cette décision se feront sentir pendant plusieurs années. Exemple 3. Il faut assumer les conséquences de ses actes et de ses choix personnels. Mot 44. Résultat. Explication. Nom signifiant l'aboutissement concret d'une action ou d'un processus. Exemple 1. Le résultat mesure l'aboutissement concret d'une action ou d'un processus. Exemple 2. Les résultats de l'enquête seront publiés la semaine prochaine officiellement. Exemple 3. Le résultat final dépend des efforts fournis pendant toute la période de préparation. Mot 45. Effet. Explication. Nom signifiant l'impact ou l'influence d'une cause sur une situation. Exemple 1. L'effet observe l'impact ou l'influence d'une cause sur une situation. Exemple 2. L'effet de ce médicament se fait sentir après quelques heures d'administration. Exemple 3. Les effets secondaires doivent être surveillés pendant tout le traitement médical. Mot 46. But. Explication. Nom signifiant l'objectif ou la finalité d'une action ou d'un projet. Exemple 1. Le but désigne l'objectif ou la finalité d'une action ou d'un projet. Exemple 2. Le but de cette formation est d'améliorer les compétences en communication. Exemple 3. Atteindre son but demande de la persévérance et de la détermination personnelle. Mot 47. Objectif. Explication.
non signifiant un but précis à atteindre dans un délai déterminé. Exemple 1. Les objectifs de l'entreprise sont fixés en début d'année fiscale. Exemple 2. L'objectif principal est d'augmenter les ventes de 20% cette année. Exemple 3. Se fixer des objectifs réalistes permet de rester motivé pendant l'effort. Mot 48. Projet. Explication. Non signifiant une entreprise planifiée avec des objectifs et des moyens. Exemple 1. Le projet doit être validé par la direction avant le lancement officiel. Exemple 2. Ce projet nécessite une équipe de 10 personnes pendant 6 mois minimum. Exemple 3. Le projet a dépassé le budget initial de 15% malheureusement. Mot 49. Initiative. Explication. Non signifiant une action entreprise spontanément pour améliorer une situation. Exemple 1. Le budget alloué permet de financer plusieurs initiatives importantes cette année. Exemple 2. Prendre des initiatives est apprécié dans le monde professionnel actuel. Exemple 3. Cette initiative citoyenne a mobilisé plus de 1000 participants dans la ville. Mot 50. Collaboration. Explication. Non signifiant le travail commun entre plusieurs personnes ou entités. Exemple 1. La collaboration entre les équipes a permis d'atteindre les objectifs fixés. Exemple 2. La collaboration internationale favorise l'échange de connaissances et d'expertise. Exemple 3. Une bonne collaboration nécessite une communication claire et régulière entre tous. Partie 4. Explication grammaticale détaillée. Les structures grammaticales pour maîtriser le vocabulaire B2 efficacement. Dans cette section, nous allons examiner en détail les structures grammaticales essentielles pour utiliser correctement le vocabulaire de niveau B2. Pour les apprenants de ce niveau, la difficulté ne consiste pas seulement à connaître les mots, mais surtout à comprendre dans quelle situation chaque mot doit être utilisé selon le registre et le contexte. Ces structures permettent d'exprimer des nuances de sens, de registre et de connotation avec une grande précision. La maîtrise de ces éléments repose essentiellement sur la compréhension des contextes d'utilisation et des collocations naturelles. 1. L'accord des adjectifs avec les noms. L'accord des adjectifs est une règle fondamentale du français qui influence le vocabulaire. Règle générale. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple. Un projet important, masculin singulier. Une initiative importante, féminin singulier. Des projets importants, masculin pluriel. Des initiatives importantes, féminin pluriel. Cette règle ne souffre aucune exception dans le français standard écrit et parlé. Cas particulier. Certains adjectifs ont des formes irrégulières à connaître par cœur. Exemple. Beau devient belle au féminin et beau au masculin pluriel. Nouveau devient nouvelle au féminin et nouveau au masculin pluriel. Blanc devient blanche au féminin et blanc au masculin pluriel. 2. La place des adjectifs dans la phrase. La position de l'adjectif influence le sens et la nuance apportée au nom. Adjectif avant le nom. Certains adjectifs courts se placent généralement avant le nom qualifié. Exemple. Un grand projet, une belle initiative, un nouveau départ. Un petit problème, une vieille maison, un jeune employé. Adjectif après le nom. La plupart des adjectifs se placent après le nom qu'ils qualifient. Exemple. Un projet ambitieux, une formation continue, une décision importante. Un rapport détaillé, une équipe motivée, un résultat satisfaisant. 3. Les articles définis et indéfinis. Le choix des articles influence la précision et la généralisation du vocabulaire. Article défini. Le, la, les désignent des éléments spécifiques et identifiés clairement. Exemple. Le directeur de l'entreprise, un directeur spécifique. La réunion de ce matin, une réunion précise. Les employés du service, des employés identifiés. Article indéfini. 1. Une, des désignent des éléments non spécifiques ou généraux. Exemple. Un directeur doit savoir écouter, n'importe quel directeur. Une réunion est prévue, une réunion non spécifiée. Des employés ont été formés, certains employés. 4. Les prépositions et le vocabulaire. Les prépositions guident l'utilisation correcte du vocabulaire dans les phrases. Préposition DE indique la possession, l'origine ou la matière.
Exemple. Le budget de l'entreprise, la formation de base, le nombre de participants. Préposition à. Indique la destination, l'appartenance ou la manière. Exemple. La réunion à 9 heures, la réponse à la question, travailler à temps plein. Préposition dans. Indique le lieu, le temps ou le domaine. Exemple. Dans l'entreprise, dans 3 jours, dans le domaine professionnel. Préposition pour. Indique le but, la destination ou la durée. Exemple. Pour le projet, pour demain, pour 3 mois. 5. Les verbes et leurs compléments. Certains verbes exigent des compléments spécifiques avec des prépositions déterminées. Verbe avec DE. Décider de, parler de, avoir besoin de. Exemple. Nous avons décidé de reporter la réunion. Il parle de son projet avec enthousiasme. J'ai besoin de plus de temps pour finir. Verbe avec A. Réussir à, commencer à, apprendre à. Exemple. Il a réussi à convaincre le directeur. Nous commençons à comprendre la situation. Elle apprend à parler français couramment. Verbe sans préposition. Certains verbes prennent un complément direct sans préposition. Exemple. Nous organisons une réunion. Le directeur présente les objectifs. L'entreprise recrute des talents. 6. La négation et le vocabulaire. La négation modifie le sens des phrases et influence le choix du vocabulaire. Négation standard. Ne, pas entoure le verbe conjugué pour exprimer la négation. Exemple. Le projet n'est pas validé. Les employés ne sont pas informés. La décision n'a pas été prise. Négation partielle. Ne, jamais, ne, plus, ne, rien n'exprime des nuances négatives. Exemple. Il ne vient jamais aux réunions. Nous n'avons plus de budget disponible. Rien n'a été décidé pour l'instant. 7. Les pronoms et la cohésion textuelle. Les pronoms évitent les répétitions et assurent la fluidité du discours. Pronom sujet. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle remplacent les noms-sujets. Pronom complément. Le, la, les, lui, le remplacent les compléments d'objet. Exemple. Je le connais. Le projet. Je lui parle. Au directeur. Je leur explique. Aux employés. Pronom relatif. Qui, que, dont, ou relie les propositions entre elles. Exemple. Le projet qui est important. La décision que nous avons prise. L'entreprise dont je parle. 8. Les connecteurs logiques. Les connecteurs structurent le discours et guident la compréhension. Addition. De plus, en outre, par ailleurs ajoute des informations. Exemple. De plus, le budget est limité. En outre, le temps est court. Par ailleurs, l'équipe est motivée. Opposition. Mais, cependant, Nevertheless marque le contraste. Exemple. Le projet est bon mais coûteux. Cependant, des solutions existent. Néanmoins, nous continuons. Conséquence. Donc, par conséquent, ainsi indique le résultat. Exemple. Donc, nous devons agir. Par conséquent, la décision est prise. Ainsi, le problème est résolu. 9. Les temps verbaux et le vocabulaire. Le choix du temps verbal influence la précision temporelle du vocabulaire. Présent. Décrit les actions habituelles ou les vérités générales. Exemple. Le directeur présente les objectifs chaque année. Les employés travaillent efficacement. Passé composé. Décrit les actions ponctuelles et terminées dans le passé. Exemple. La réunion a commencé à 9 heures. Le projet a été validé hier. Imparfait. Décrit les actions en cours ou les habitudes dans le passé. Exemple. La réunion commençait toujours à 9 heures. Les employés travaillaient efficacement. Futur simple. Décrit les actions à venir avec certitude. Exemple. La réunion commencera à 9 heures demain. Le projet sera validé prochainement. 10. Les erreurs fréquentes à éviter absolument. Plusieurs erreurs sont courantes chez les apprenants de niveau B2. Erreur 1. Oublier l'accord des adjectifs. Faux. Un projet important.
Correct. Un projet important. Erreur 2. Confondre les prépositions. Faux. Décider à faire quelque chose. Correct. Décider de faire quelque chose. Erreur 3. Mauvaise place de l'adjectif. Faux. Une maison grande. Correct. Une grande maison. Conclusion. La maîtrise du vocabulaire B2 ne dépend pas seulement de la mémorisation des mots. Elle dépend surtout de la compréhension de la logique grammaticale derrière chaque utilisation. En comprenant cette logique et en observant les exemples dans les conversations, les livres et les films, les apprenants peuvent progressivement développer une utilisation plus naturelle du vocabulaire français. La maîtrise de ces structures représente un tournant décisif dans l'apprentissage du français avancé. Avec de la pratique régulière et une attention particulière au contexte, ces compétences deviendront progressivement naturelles et spontanées dans votre discours quotidien. Partie 5. Analyse du vocabulaire et de l'expression. Les nuances du vocabulaire et de l'expression au niveau B2. Au-delà de la simple définition des mots, le niveau B2 se caractérise par la capacité à saisir les nuances sémantiques, les registres de langue et les collocations naturelles. Analyser le vocabulaire signifie comprendre comment les mots interagissent entre eux pour créer du sens précis selon le contexte. 1. La notion de précision lexicale pour éviter les généralités. Prenons l'exemple de la précision lexicale qui est centrale au niveau B2 avancé. Un apprenant de niveau B1 utilisera probablement des mots généraux dans la plupart des situations. Cependant, un locuteur de niveau B2 variera les mots pour enrichir son expression. Dire quelque chose de bien peut devenir excellent, remarquable, exceptionnel ou formidable. Faire quelque chose peut devenir réaliser, accomplir, effectuer, entreprendre ou élaborer. Grand peut devenir immense, vaste, considérable, colossal ou substantiel selon le contexte. Cette capacité à varier est ce qui sépare un apprenant intermédiaire d'un locuteur autonome. Choisir le mot exact permet de peindre une image mentale précise pour l'interlocuteur. Dire « c'est bien et correct mais manque de finesse descriptive et d'impact ». Dire « c'est excellent » évoque une qualité supérieure et remarquable. Dire « c'est exceptionnel » évoque quelque chose de rare et d'extraordinaire. 2. L'expression des opinions avec un vocabulaire varié. De même, l'expression des opinions gagne en finesse avec un vocabulaire enrichi. Au lieu de se limiter à « je pense », le niveau B2 explore des formulations variées et précises. À mon avis introduit une opinion personnelle de manière standard et courante. Selon moi indique une opinion basée sur une réflexion personnelle et une analyse. Il me semble que exprime une opinion avec une certaine prudence et modestie. Je suis convaincu que montre une opinion forte, argumentée et difficile à changer. Je soutiens que indique une position défendue avec des arguments et une conviction. Ces formulations portent en elles une intensité et une certitude spécifiques et variées. Utilisez « je suis convaincu que » ajoute du poids à votre argumentation dans un débat. C'est bien plus efficace qu'une simple affirmation avec « je pense » qui peut sembler faible. 3. Les collocations naturelles et les associations attendues. Les collocations, ou associations de mots naturels, sont également un marqueur de fluidité. En français, on ne dit pas faire une décision à chaque fois dans un contexte professionnel. On dit prendre une décision dans un contexte professionnel ou personnel standard. On dit rendre une décision dans un contexte juridique ou administratif officiel. On dit annoncer une décision dans un contexte public ou officiel devant un auditoire. De même, on fait une erreur mais on commet une faute dans un contexte moral. On perpètre un crime dans un contexte judiciaire sérieux et grave. Respecter ces associations rend le discours plus natif et naturel pour les interlocuteurs. Dire « j'ai pris une décision » est la collocation attendue dans la plupart des cas. Ignorer ces nuances peut rendre le français correct grammaticalement mais étrange à l'oreille. 4. Les registres de langue et l'adaptation contextuelle. L'usage des registres de langue est un autre aspect crucial de la maîtrise B2. Le vocabulaire B2 permet de passer du registre familier au registre soutenu selon le contexte. Pour dire manger, on utilisera bouffer en registre familier et courant entre amis. On utilisera manger dans la vie courante en registre standard et neutre pour tous. On utilisera se restaurer ou prendre un repas dans un contexte formel soutenu. De même, argent devient fric en familier ou fonds et capitaux en soutenu professionnel.
Savoir adapter son lexique à l'interlocuteur est une compétence communicative essentielle. Un professionnel utilisera solliciter au lieu de demander dans un courrier officiel. Il utilisera ultérieurement au lieu de plus tard dans un contexte administratif formel. Il utilisera demeurer au lieu de rester pour un ton plus formel et soutenu. 5. Les expressions de la cause et de la conséquence. La maîtrise des expressions de cause et de conséquence est essentielle au niveau B2. Pour exprimer la cause. En raison de est plus formel que à cause de et convient aux écrits administratifs. Grâce à indique une cause positive et favorable qui apporte un bénéfice réel. À cause de indique une cause négative et défavorable qui pose un problème. Du fait de est neutre et convient au contexte formel et objectif d'analyse. Pour exprimer la conséquence. Par conséquent est formel et convient aux écrits académiques et aux rapports. Donc est standard et convient à la plupart des situations courantes de communication. C'est pourquoi ajoute une explication à la conséquence et justifie le résultat. Ainsi marque une conséquence logique et attendue dans un raisonnement structuré. 6. Les marqueurs temporels et la chronologie. Les marqueurs temporels avancés permettent de situer précisément les actions dans le temps. Actuellement signifie en ce moment présent dans un contexte formel et administratif. Ultérieurement signifie après le moment présent dans un contexte formel et planifié. Simultanément signifie en même temps qu'une autre action dans une chronologie précise. Préalablement signifie avant une autre action dans une séquence logique et temporelle. Ces marqueurs sont essentiels pour les récits complexes et les rapports professionnels. Ils permettent d'éviter les ambiguïtés temporelles dans les descriptions d'événements. 7. Les expressions de l'opposition et de la concession. Les expressions de l'opposition et de la concession enrichissent l'argumentation complexe. Bien que exige le subjonctif et marque une concession forte et significative. Malgré est suivi d'un nom et marque une opposition factuelle et concrète. Néanmoins est un connecteur logique soutenu pour l'opposition dans un discours formel. Toutefois marque une opposition plus douce et nuancée dans une argumentation fine. En revanche marque un contraste net entre deux éléments distincts et opposés. Ces expressions sont essentielles pour les rapports complexes et les communications nuancées. 8. Les verbes de parole nuancés. Les verbes de parole nuancés permettent de varier vos interventions et vos rapports. Affirmer signifie dire quelque chose avec certitude et conviction forte devant tous. Prétendre signifie affirmer quelque chose sans toujours avoir de preuves vérifiables. Soutenir signifie défendre une opinion avec des arguments et une conviction personnelle. Avancer signifie proposer une idée ou une hypothèse dans un débat ou une discussion. Préciser signifie donner plus de détails sur quelque chose pour clarifier un point. Ces verbes permettent de nuancer vos interventions selon le contexte et l'intention. 9. Les adjectifs d'évaluation et de jugement. Les adjectifs d'évaluation permettent de juger avec précision et nuance de valeur. Remarquable signifie digne d'être noté pour sa qualité exceptionnelle et rare. Notable signifie important et digne d'attention dans un contexte donné spécifique. Significatif signifie qui a un sens ou une importance particulière dans l'analyse. Considérable signifie très grand ou très important en quantité ou en degré. Négligeable signifie si petit qu'on peut ne pas en tenir compte dans l'analyse. Ces adjectifs permettent d'évaluer des situations avec une grande richesse descriptive. 10. Résumé des compétences lexicales B2. Pour simplifier, voici les compétences clés du niveau B2 en vocabulaire et expression. Exprimer des opinions nuancées et argumentées avec précision et finesse lexicale. Comprendre des textes complexes sur des sujets variés et abstraits avec aisance. Participer à des discussions sur des sujets d'actualité avec aisance et variété. Rédiger des textes structurés et cohérents avec un style soutenu et varié. Adapter son langage au contexte et à l'interlocuteur avec flexibilité et aisance. Maîtriser les collocations naturelles et les registres de langue variés avec précision. Éviter les répétitions lexicales grâce à l'utilisation appropriée des synonymes. Conclusion. La maîtrise du vocabulaire et de l'expression au niveau B2 ne dépend pas seulement de la mémorisation des mots. Elle dépend surtout de la compréhension des nuances, des registres et des contextes d'utilisation précis. En comprenant cette logique et en observant les exemples dans les conversations, les livres et les films,
les apprenants peuvent progressivement développer une utilisation plus naturelle du vocabulaire français. La maîtrise de ces nuances représente un tournant décisif dans l'apprentissage du français avancé. Avec de la pratique régulière et une attention particulière au contexte, ces compétences deviendront progressivement naturelles et spontanées dans votre discours quotidien. Conclusion et fin du cours. Félicitations! Vous avez terminé cette leçon complète sur French Avenue. Aujourd'hui, nous avons appris 500 mots importants pour le niveau B2. Nous avons couvert les mots du monde professionnel, des études et de la vie quotidienne. Nous avons vu les mots des sentiments, du temps et de la quantité. Nous avons exploré les mots de la cause et de la conséquence. Nous avons aussi analysé la grammaire avancée et les nuances d'expression. Le vocabulaire B2 est indispensable pour la communication autonome et courante. Plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez confiant et à l'aise dans vos discours. Dans la prochaine leçon, nous apprendrons les expressions idiomatiques françaises avancées. Vous découvrirez les expressions les plus courantes utilisées par les natifs experts. Ce sera une leçon passionnante et utile pour votre progression vers l'excellence. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le bouton j'aime pour soutenir la chaîne. Cela soutient vraiment notre travail et aide d'autres étudiants à trouver ce contenu. Abonnez-vous à French Avenue et activez la cloche de notification pour les alertes. Nous construisons une communauté d'apprenants de français passionnés et motivés. Je veux que vous fassiez partie de cette communauté active et engagée. J'ai un devoir pour vous aujourd'hui pour pratiquer ce que vous avez appris. Allez dans la section des commentaires ci-dessous pour partager votre progression. Écrivez 3 phrases avec 3 mots appris aujourd'hui dans un contexte réel. Écrivez 2 questions utilisant le vocabulaire de cette leçon pour interagir. Par exemple, le budget de l'entreprise a été approuvé par le directeur. Par exemple, quels sont les objectifs que vous avez fixés pour cette année? Je lirai vos commentaires et répondrai à autant de personnes que possible. Pratiquons ensemble pour progresser plus rapidement vers le niveau expert. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo complète jusqu'à la toute fin. Continuez à étudier, continuez à pratiquer chaque jour avec régularité. Rappelez-vous, la régularité est la clé du succès en langues étrangères. Vous pouvez le faire et vous allez réussir à atteindre le niveau B2 bientôt. Je vous retrouve dans la prochaine leçon sur French Avenue pour la suite. Au revoir et bonne journée à tous pour la continuation de votre apprentissage. Voici votre tour d'horizon rapide sur la maîtrise du vocabulaire français au niveau B2. Passer d'un niveau intermédiaire à un locuteur vraiment autonome, c'est pas juste empiler des mots dans sa tête, c'est surtout savoir choisir l'expression hyper précise pour faire passer des idées complexes. Premièrement, on va parler de la précision lexicale. Faut vraiment lâcher ces fameux mots fourre-tout, vous voyez. Au lieu de juste dire que c'est bien, un produit B2 dira excellent. Et au lieu de faire, il va plutôt accomplir. C'est un peu comme si vous échangiez votre vieille boîte de 8 crayons de couleur pour une immense palette de 64 nuances, histoire de peindre une image mentale vachement plus nette. Deuxièmement, les collocations naturelles. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre phrase, même grammatiquement nickel, sonne un peu bizarre pour un francophone. C'est à cause de ces fameuses associations culturelles invisibles. En français, on ne fait pas une décision, on la prend. Et on commet une faute, tout simplement. Ces petits duos ne se traduisent littéralement presque jamais. Troisièmement, la grammaire qui vient soutenir tout ce vocabulaire. On a super souvent tendance à séparer les deux, mais à ce niveau, ce sont vraiment les 2 faces d'une même pièce. Placer un adjectif avant ou après un nom, ça change complètement sa nuance. Et puis, les prépositions sont littéralement collées au verbe. On décide de faire un truc, mais on réussit à le faire. Bref, l'autonomie linguistique ne s'obtient pas en stockant bêtement des mots, mais bien en captant la logique et la finesse, qui relient chaque terme à son contexte. Cette soumission est un extrait de cours destiné à enseigner 500 mots de vocabulaire avancé pour atteindre la fluidité du niveau B2 en français. Mais en lisant ça, j'ai vite remarqué un truc. Salut Razish, ouais, je vois exactement de quoi tu parles. On a pas mal de choses à décortiquer aujourd'hui. Carrément. Alors on va plonger direct dans le vif du sujet. Le premier grand point, la première critique, c'est que le choix du vocabulaire présenté dans les exemples ne correspond pas du tout aux exigences de nuance et de complexité promises par le niveau B2. C'est exactement là que le bas blesse en fait. La faiblesse majeure ici, c'est vraiment cette déconnexion entre la promesse académique de l'introduction et l'exécution pratique sur la page. Ouais.
parce que le texte affirme d'emblée qu'un locuteur B2 doit dépasser les mots simples pour choisir des termes d'une grande finesse descriptive. Tout à fait. L'auteur oppose d'ailleurs très justement l'utilisation du mot bien à celle du mot exceptionnel. C'est une excellente distinction théorique pour le coup. Absolument. Mais le problème, c'est que quand on descend dans le cœur du cours, l'écrasante majorité du lexique enseigné relève des niveaux débutants, genre A1 ou A2. C'est ça. On y trouve des mots comme le matin, la nuit, la joie, la tristesse, la lessive ou encore le supermarché. Ce qui est fou pour du niveau B2. Bah oui, ces termes n'aident absolument pas un apprenant intermédiaire à faire le saut qualitatif vers l'autonomie linguistique. C'est un peu comme si l'on promettait une masterclass de haute gastronomie, mais que la première leçon consistait à, faire bouillir un œuf. L'analogie est parfaite. L'introduction vend de la précision chirurgicale et le corps du texte livre du vocabulaire de survie, quoi. C'est ça. Du coup, comment l'auteur peut-il réaligner son contenu avec sa propre promesse ? Eh bien, la suggestion pour corriger cela, elle est assez directe. Il est nécessaire de rehausser drastiquement le niveau du lexique ciblé en remplaçant les termes de base par leurs équivalents véritablement avancés. D'accord, donc on monte le niveau d'un cran. Voilà. Ou alors, on prend le parti d'enseigner la nuance entre plusieurs synonymes complexes. C'est ça le vrai niveau B2. Ok, donnons des exemples concrets à notre auditeur. Regardons la section dédiée aux émotions. Actuellement, le document liste la joie et la tristesse. Ouais. Comment on révise cette liste spécifique pour qu'elle atteigne vraiment le niveau B2 ? Alors, au lieu d'enseigner ces concepts primaires que n'importe quel élève de première année connaît, le matériel devrait introduire des nuances qui exigent de la précision. Genre ? Par exemple, décliner la joie en l'allégresse ou l'euphorie, selon qu'il s'agit d'un bonheur léger ou d'une exaltation hyper intense. Ah oui, c'est tout de suite plus riche. Et pour la tristesse ? Pour la tristesse, on pourrait introduire l'accablement ou la mélancolie, J'aime beaucoup accablement. C'est très visuel. n'est-ce pas ? Et c'est pareil pour la section sur la chronologie. Le texte explique assez candidement que le matin commence la journée. Merci pour l'info, hein. C'est clair. C'est une évidence factuelle qui n'apprend rien. Il serait beaucoup plus pertinent d'enseigner des expressions temporelles nuancées, comme à l'aube, au crépuscule. Ou des concepts de durée. Exactement. Des choses comme dans un laps de temps restreint. Ça, c'est du B2. C'est hyper logique. Je me mets à la place du lecteur de niveau intermédiaire. Si il ouvre un manuel avancé et qu'il lit les courses alimentaires se font au supermarché, il n'y a aucune friction. Zéro friction. Son cerveau n'a aucun effort à fournir pour décoder l'information, en fait. Et c'est un vrai problème pédagogique. Parce que l'apprentissage repose sur ce qu'on appelle en sciences cognitives la charge cognitive désirable. La charge cognitive désirable, c'est-à-dire ? C'est l'idée que pour retenir une information, le cerveau doit rencontrer un niveau de difficulté optimal. Une petite résistance, tu vois. D'accord, donc si c'est trop facile, ça rentre pas. Voilà. Si la charge est trop faible, par exemple en lisant le mot lessive, le cerveau se met en mode veille. Il se dit « je connais déjà ». Logique, et le B2 demande justement de sortir de ça. Absolument. Le niveau B2 exige de quitter la zone de confort du lexique utilitaire quotidien. Celui qui sert à acheter son pain ou prendre le train, quoi. Pour entrer dans le domaine de l'abstraction. Exact. L'abstraction, l'opinion, la subtilité. En proposant des mots A1, le texte prive l'apprenant de cette fameuse charge cognitive désirable. Mais attends, l'intention de l'auteur semble pourtant être de couvrir de manière exhaustive tous les champs lexicaux de la vie quotidienne. Oui, l'intention est bonne. Parce que, regarde, si on prend la sous-section sur les sentiments complexes, il y a une phrase qui dit « Le doute interroge les certitudes ». C'est une belle définition, non ? C'est une très belle définition. Mais le mot cible reste le doute. Ah, donc c'est encore trop simple. Bah oui. Si on suit notre logique de rehaussement, on devrait remplacer ce mot par un terme beaucoup plus pointu. Genre quoi ? Le mot doute, c'est le tronc de l'arbre en fait. Au niveau B2, on veut explorer les branches. Le texte pourrait introduire le scepticisme face à une information précise. Ou la perplexité. Oui, la perplexité face à une situation confuse. Ou même l'adjectif circonspect pour décrire une attitude prudente. C'est sûr que circonspect, ça en jette plus que doute. C'est en offrant cette palette de nuances que l'auteur honorera vraiment la promesse de son introduction. Ok, je suis totalement convaincu par ce premier point. Mais, il y a un mais. Même si l'auteur fait cet effort monumental et remplace tous ces mots de base par circonspection, allégresse et crépuscule, Oui. le problème n'est pas entièrement résolu. Et ça nous amène à notre deuxième critique,
La structure syntaxique répétitive et figée des phrases d'exemple freine l'immersion et contredit l'objectif d'enseigner une véritable fluidité conversationnelle. Ah, tu touches du doigt la mécanique interne du document, là. La faiblesse ici réside dans l'architecture même des phrases proposées. Ouais, c'est super monotone. C'est le mot. Presque toutes les phrases du cours suivent un modèle staccato. Sujet, verbe, objet, adverbe. Comme des petits blocs isolés. Exactement. Si on prend les exemples fournis dans la section professionnelle, on lit. La réunion commence à 9 heures. Puis, paf, à la ligne suivante, le directeur présente les nouveaux objectifs. Et un peu plus loin, la lessive est faite une fois par semaine. Voilà, cette juxtaposition de phrases simples et strictement indépendantes, elle ne démontre à aucun moment comment lier des idées complexes. C'est clair. Ça donne pas les outils pour articuler des relations de cause à effet, de concession ou d'opposition. Et c'est dommage, car la maîtrise de ces articulations logiques, c'est vraiment l'essence même du niveau B2. Le pire, c'est qu'il y a une contradiction assez ironique dans le texte à ce sujet. Ah oui? Laquelle? À la toute fin du document, l'auteur s'adresse à l'apprenant et lui donne ce conseil. Essayez de former des phrases complexes dès aujourd'hui. Ah, c'est quand même gonflé. N'est-ce pas? L'auteur lui-même ne modélise pas ce comportement dans ses propres exemples. Est-ce que le texte ne devrait pas prêcher par l'exemple, justement? Bien sûr que si. On ne peut pas raisonnablement exiger d'un étudiant qu'il assimile et reproduise une syntaxe complexe si on ne lui offre que de la syntaxe élémentaire. C'est le principe de base de l'imitation. Actuellement, le document utilise ce qu'on appelle de la parataxe. De la parataxe. Ouais, la parataxe, c'est le fait de juxtaposer des propositions sans mot de liaison explicite, genre « il pleut, je prends mon parapluie ». Ah, ok. Et donc, la suggestion pour corriger ça? La suggestion, c'est d'intégrer le vocabulaire cible dans des phrases complexes comportant des propositions subordonnées, des pronoms relatifs et des connecteurs logiques variés. Pour modéliser la syntaxe attendue. Exactement, afin de modéliser avec précision le comportement attendu à ce niveau. Bon, essayons de le faire ensemble avec le matériel existant. Prenons les exemples concrets. Dans la section professionnelle, on a ces deux phrases isolées. Le directeur présente les nouveaux objectifs et les employés doivent respecter les délais imposés. Ok, Si j'essaye de les fusionner, je pourrais dire « Le directeur présente les nouveaux objectifs et les employés doivent respecter les délais imposés ». Ça marche, non? c'est un début, mais l'utilisation de la conjonction « et », ça reste très basique. C'est typique du niveau A2 en fait. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu pauvre. Le « et » ajoute de l'information, mais il ne traite pas de hiérarchie ni de relation logique forte entre les deux idées. Pour atteindre le B2, on doit montrer la causalité ou la condition. D'accord, donc comment tu ferais, toi? Au lieu du « et », l'auteur pourrait restructurer la phrase ainsi. Étant donné que le directeur a présenté de nouveaux objectifs stratégiques, les employés sont désormais tenus de respecter les délais imposés afin de justifier le budget alloué. Waouh! Ouais, la différence de rythme est frappante. C'est plus naturel pour un adulte qui argumente, non? Totalement. Dans cette version, on voit apparaître des articulations comme « étant donné que », désormais « tenu de », afin de... Ça respire différemment. C'est la respiration d'un texte avancé, oui. Mais dis-moi, pourquoi est-il si crucial que l'apprenant lise cette structure complexe directement dans les exemples de vocabulaire? Pourquoi pas juste l'apprendre dans un chapitre de grammaire séparé? À cause de ce qu'on appelle l'apprentissage par imprégnation syntaxique. L'imprégnation syntaxique. Ouais. La langue, c'est pas un simple liste d'étiquettes qu'on colle sur des concepts. C'est un tissu. Si tu montres à un apprenant des briques isolées dans un chapitre et du ciment dans un autre chapitre, Il ne saura pas comment monter le mur. c'est exactement ça. Il parlera souvent de manière très saccadée, en essayant de coller les éléments en temps réel dans sa tête. Ce qui ralentit la fluidité. Tandis que si tu lui montres un édifice déjà construit, il absorbe non seulement le mot de vocabulaire, mais aussi le moule syntaxique qui l'entoure. La fluidité B2, c'est la capacité d'argumenter. Donc, en voyant le mot objectif encastré dans une structure avec « étant donné que », L'apprenant comprend intuitivement comment déployer sa propre pensée analytique. Oui. l'auteur donne pourtant une liste de connecteurs logiques dans la partie 8 de la soumission. Il liste le motif, l'origine, l'effet, la suite. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Mais si je lis la définition proposée pour conséquence, c'est genre « up ». La conséquence décrit le résultat. C'est cliniquement correct, mais on retombe dans cette fameuse structure sujet-verbe-objet. Ça reste
hyper théorique. C'est trop théorique. Au lieu de définir la conséquence de manière abstraite, il faut l'illustrer par son application complexe. Un exemple? Par exemple, les mesures d'austérité ont engendré de telles conséquences sur le moral de l'équipe qu'une restructuration s'est avérée inévitable. J'adore. Dans cette seule phrase, on enseigne le mot conséquence, mais on en en prime la structure de telle que ça force la maîtrise de l'intensité et de l'aboutissement. Avec ça, le document passerait d'un simple dictionnaire thématique à un véritable manuel de rhétorique. C'est tout l'enjeu. Ok, ce qui nous pousse à regarder l'environnement global de ces phrases. Ça nous amène à notre troisième et dernière critique. Je t'écoute. L'absence d'une véritable trame narrative rend l'assimilation du vocabulaire très abstraite et prive l'apprenant des indices contextuels nécessaires à la mémorisation. C'est la dernière faiblesse structurelle du document, oui. Parce que même avec des phrases complexes et de beaux mots, ça reste une liste. Exactement. Actuellement, les mots sont présentés sous forme de listes thématiques qui sont totalement déconnectées les unes des autres. Bien qu'elles soient classées par univers, genre le monde professionnel, la vie quotidienne, les émotions, les phrases s'enchaînent sans aucun fil conducteur. L'auteur a écrit d'ailleurs dans son introduction « Imaginez des situations professionnelles ». Et c'est là qu'il y a un souci. Il délègue à l'apprenant l'immense travail de contextualisation que le matériel pédagogique devrait lui-même fournir. C'est vrai, les phrases flottent dans un vide cognitif. Elles ne racontent aucune histoire. Et le cerveau déteste le vide cognitif. Je vois bien la limite des listes, mais permets-moi d'être un peu pragmatique un instant, de me faire l'avocat du diable. Vas-y. L'objectif de ce document, c'est quand même la transmission rapide de 500 mots. Si l'auteur commence à raconter des histoires ou à créer des scènes pour chaque concept, est-ce qu'on risque pas de noyer le vocabulaire cible ? C'est une objection super courante, ça. Ben oui, imagine l'apprenant qui veut juste réviser ses mots liés à l'entreprise. S'il doit se farcir 3 paragraphes de narration juste pour trouver le mot licenciement ou promotion, c'est pas terriblement inefficace. C'est une objection qu'on entend souvent dans la conception de matériel pédagogique, je te l'accorde. Mais l'idée que la liste pure est plus efficace, c'est qu'une illusion d'efficacité. Ah bon ? Pourquoi ? Pour comprendre pourquoi, il faut distinguer 2 types de mémoire. La mémoire sémantique et la mémoire épisodique. Ok, dis-moi en plus. La mémoire sémantique gère les faits bruts, comme retenir que Paris est la capitale de la France ou que licenciement se traduit d'une certaine façon. C'est exactement ce que sollicite une VIST ou une flashcard. D'accord. Et le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que cette mémoire est hyper volatile s'il n'y a pas de répétition constante. Tu oublies très vite. Et la mémoire épisodique, alors, c'est celle liée aux événements vécus ? Exactement. C'est la mémoire des événements, des émotions, du contexte. Le cerveau humain est biologiquement programmé pour retenir des histoires et des situations, pas de liste de données aléatoires. Donc une histoire est plus efficace qu'une liste. De loin. Donc, notre suggestion ici n'est pas d'écrire un roman digressif qui diluerait le vocabulaire, bien sûr. Faut que ça reste concis. Voilà. Il s'agit simplement de remplacer les listes de phrases indépendantes par de courts paragraphes narratifs ou de brefs dialogues immersifs pour chaque section. Ça a du sens. En montrant concrètement comment ces mots interagissent dans une situation réelle, le récit engage la logique et l'émotion, créant une sorte de colle cognitive. L'histoire ne noie pas le vocabulaire, elle le fixe. Allez, on fait le test avec des exemples concrets, comme pour les autres points. Prenons la section sur le monde professionnel. Actuellement, l'auteur énumère les mots licenciement, promotion, évaluation annuelle et budget alloué dans des phrases séparées. Ok. À quoi ressemblerait ce fameux paragraphe narratif court que tu proposes ? On pourrait imaginer un mini-scénario réaliste. Un bref focus sur un entretien entre un manager et son employé. Vas-y, raconte-nous l'histoire de ce manager. Ça donnerait ça. Lors de l'évaluation annuelle de Marc, la direction a constaté que ses compétences en communication interne avaient considérablement renforcé la cohésion de l'équipe. Par conséquent, malgré les coupes dans le budget alloué qui faisaient craindre des licenciements massifs, ses performances exceptionnelles ont conduit à une promotion inattendue. Waouh, c'est vrai que la dynamique est radicalement différente. N'est-ce pas ? En seulement 2 phrases, tu as intégré 5 termes cibles. Et surtout, tu as créé ce qu'on pourrait appeler un micro-enjeu. C'est exactement ça, un micro-enjeu. On s'inquiète presque pour ce pauvre Marc avec cette histoire de coupe budgétaire, puis on ressent le soulagement de sa promotion. C'est fou. Ce micro-enjeu, il est fondamental. C'est cette petite tension dramatique qui va graver le mot licenciement et le mot promotion dans la mémoire de l'étudiant. S'il oublie le mot, il se souviendra de l'histoire de Marc. Et l'histoire de Marc le ramènera au mot, voilà. De plus, remarque que ce paragraphe narratif résout simultanément notre critique précédente sur la syntaxe. Ah oui, c'est vrai. Ça force l'utilisation de phrases complexes avec des connecteurs comme « par conséquent » et « malgré ». Exactement.
La narration exige la complexité syntaxique. Du coup, les deux solutions s'imbriquent parfaitement. C'est brillant. Explorons un autre domaine pour voir si cette méthode est vraiment réplicable partout. Si on regarde la section sur les études universitaires, l'auteur liste l'inscription, le cours magistral, la dissertation, le mémoire. Oui, Actuellement, la phrase d'exemple c'est « Le mémoire de recherche nécessite plusieurs mois de travail ». C'est un peu plat. Comment appliquer ce principe de narration immersive au monde académique? on pourrait créer le parcours d'une étudiante confrontée à l'urgence de la fin d'année, par exemple. Genre aller en retard pour rendre son dossier? Un peu ça, ouais. Ça donnerait, à l'approche de la soutenance orale de son mémoire de recherche, Sophie passait ses journées recluses dans la bibliothèque universitaire, compilant fébrilement des ressources documentaires pour solidifier sa dissertation finale. J'ai l'impression d'y être. Le renouvellement de sa bourse d'études en dépendait. Encore une fois, la situation est palpable. L'apprenant B2 n'a pas seulement besoin de savoir que le mot bibliothèque existe en fait, il a besoin de savoir comment exprimer la pression d'une soutenance. La dépendance à une bourse, l'urgence de compiler des ressources. Exactement. La narration fournit un terreau fertile pour faire exister ces concepts. La liste de mots crée une fausse sensation de sécurité. L'apprenant lit les mots un par un et les comprend passivement, et il se dit « c'est bon, je maîtrise le vocabulaire de l'université ». Mais placé dans une vraie situation de communication, Lors d'un dîner où il doit expliquer son parcours étudiant, par exemple, il est incapable de mobiliser ce vocabulaire de manière fluide. parce que son cerveau n'a jamais été entraîné à voir ces mots collaborer entre eux. En intégrant des paragraphes narratifs, on offre à l'apprenant un modèle de production active, prêt à être analysé, démonté et imité. C'est un travail de remaniement éditorial conséquent pour l'auteur, c'est sûr, mais il ne part pas de zéro. Le travail de structuration thématique de base est déjà présent et l'intention pédagogique est claire et louable. Tout à fait. L'ossature est bonne. Il s'agit maintenant de densifier le contenu pour qu'il soit à la hauteur de ses propres ambitions. Bon, on va récapituler notre analyse. Cette soumission possède une excellente intention. Mais pour maximiser son impact et réellement amener le lecteur vers la fluidité du niveau B2, nous suggérons 3 actions concrètes. La première, remplacer les mots de niveau A1 et A2 par un lexique véritablement avancé ou nuancé pour s'assurer que la charge cognitive est suffisante. Exact. Deuxièmement, briser la monotonie de la structure sujet-verbe-objet en fusionnant les exemples en phrases complexes, articulées par des connecteurs logiques de cause, de conséquences ou de conditions. Et enfin, troisièmement, ancrer ces phrases dans de courts récits ou de brefs dialogues immersifs pour offrir le contexte émotionnel et logique indispensable à la mémorisation. C'est un super programme, nous serions vraiment ravis de voir comment ce matériel pédagogique peut évoluer avec ces nouvelles fondations. N'hésitez pas à nous soumettre une version révisée de vos chapitres pour approfondir cette discussion. Oui, parce que quand on promet de la haute gastronomie, il faut s'assurer que les ingrédients et la recette soient à la hauteur de l'attente du convive. Bien dit, je vis. À la prochaine pour une nouvelle analyse. Imaginons un instant que toute l'expérience humaine, de l'angoisse d'un premier examen universitaire à la douleur sourde d'un licenciement, en passant par le frisson de la joie pure ou même la banalité de faire ses courses le samedi matin, imaginons que tout ça puisse être encodé. Encodé, carrément. Ouais, compressé dans une liste d'exactement 50 mots. C'est vrai que c'est une prémisse qui semble presque absurde au départ. Hein. Comment réduire la complexité de toute une vie à une simple liste de vocabulaire. Exactement. Et pourtant, c'est le défi fascinant que soulève notre document d'aujourd'hui. Bon, décortiquons ça. Le document en question s'intitule très sobrement « Partie 3, vocabulaire important, 50 mots avec exemple ». C'est très scolaire comme titre. Très scolaire, oui. Au premier coup d'œil, on dirait un outil d'apprentissage mécanique, quoi. On y trouve le mot réunion, puis un peu plus loin, tristesse, et on finit sur des concepts hyper abstraits comme pourcentage ou conséquence. C'est ça. Chaque mot est accompagné de sa définition et de 3 exemples très spécifiques. Voilà. Mais quand on s'y penche vraiment, et c'est le but de notre exploration aujourd'hui, on réalise que l'auteur n'a pas juste compilé un dictionnaire. Il a vraiment construit une carte de la réalité en société. Ah mais totalement. C'est une véritable grille de lecture de la condition humaine moderne. Le texte ne le dit pas explicitement, mais il est architecturé autour de grandes sphères qui régissent notre quotidien. Les fameuses sphères, ouais. Il commence par les structures publiques, l'école, l'entreprise. Ensuite, il bascule vers l'intimité, le foyer, les émotions. Pour finalement s'achever sur les outils cognitifs, la logique et les mathématiques. Voilà. Et l'enjeu de cette analyse, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas de réviser sa grammaire. C'est de comprendre pourquoi la maîtrise de ces termes précis, ça offre le mode d'emploi pour survivre et évoluer dans notre monde.
Et ce mode d'emploi, il commence par ce qu'il y a de plus rigide, la sphère publique. Ah oui, le grand bain. Si on regarde le premier bloc, donc les 20 premiers mots, on est vraiment frappé par la linéarité du parcours. C'est l'évolution sociale à l'état pur. On commence sur les bancs de l'école et on est presque programmé pour finir dans un bureau de direction. Le mot programmé est super bien choisi. Le document décrit un cycle de vie institutionnel presque inéluctable, quoi. Et il le fait avec une précision redoutable. Ouais, Le point de départ, c'est l'inscription. La source prend d'ailleurs la peine de préciser dans un de ses exemples que cette fameuse inscription reste ouverte jusqu'en septembre. c'est la ligne de départ officielle. C'est ça. Et ensuite, paf, la machine se met en route avec les cours. Et pas n'importe quel cours, hein. Le texte évoque ces immenses cours magistraux. Tu sais, ceux qui rassemblent des centaines d'étudiants dans de grands amphithéâtres froids. Les fameux amphis. On y décrit des journées qui s'étirent de 8 heures du matin à 18 heures le soir. Avec, comme le souligne un exemple presque ironique de la source, une petite pause de 15 minutes au milieu pour souffler. C'est rien du tout 15 minutes. Non mais c'est clair, c'est un conditionnement physique et mental en fait. On apprend la discipline avant même d'apprendre le contenu. Ce qui nous amène du coup au temple de cette discipline, la bibliothèque. Évidemment. Le document mentionne qu'elle est ouverte tous les jours sauf le dimanche. Donc le dimanche devient officiellement le seul jour de déni académique autorisé. Le jour de répit. Voilà. Mais la pression monte vite. Le texte introduit ensuite les épreuves, les fameux obstacles à franchir. Il cite spécifiquement la dissertation de philosophie au baccalauréat. 4 heures. 4 heures assises à devoir produire une argumentation structurée, oui. Et ces mots sont pas innocents, hein. Une dissertation de 4 heures, c'est pas qu'un test de connaissance, c'est un test d'endurance. Un rite de passage. Absolument. Et ça culmine avec des concepts encore plus lourds, genre le mémoire de recherche, qui exige des mois de travail solitaire. Et la soutenance. La fameuse soutenance. La source détaille cette étape comme une présentation de 30 minutes face à un jury d'experts implacables. Sans oublier l'obtention d'une certification reconnue pour, et je cite, valoriser un curriculum vitae. C'est très pragmatique. En lisant cette première partie, je suis ravie parce que j'ai une image très claire en tête. C'est carrément la mécanique d'un jeu vidéo de rôle. Ah ouais, comment ça? Tu crées ton personnage au niveau 1 avec une inscription. Peut-être que tu fais une quête secondaire, comme ce stage de 6 mois mentionné dans le texte, juste pour acquérir de l'expérience pratique. D'accord, je vois le genre. Tu accumules des points de compétences, tu survis aux donjons que sont les cours en amphi, et tu finis par affronter le boss final. Et ce boss, c'est cette soutenance de 30 minutes. L'analogie est bonne. Sauf que, contrairement à un jeu vidéo, une fois le boss final vaincu, il n'y a pas de générique de fin. Ah non, hélas. Le décor change, mais les mécaniques restent. On quitte l'université pour le monde de l'entreprise. Le niveau 2. Exactement. Le rituel de passage devient le recrutement orchestré par les ressources humaines. Le joueur devient un employé et découvre une toute nouvelle hiérarchie. Avec son nouveau boss, au sens propre cette fois, le directeur. Celui qui, selon la source, fixe les objectifs stratégiques et coordonne tout le monde. C'est ça. On découvre la gestion d'un budget de fonctionnement mensuel. Et surtout, on réalise que la quête d'apprentissage, elle s'arrête jamais. Le document insiste lourdement sur la formation. Oui, il donne d'ailleurs l'exemple très pragmatique d'une formation de 3 jours sur un nouveau logiciel. Et c'est obligatoire pour les nouvelles recrues. Parce que le système exige une mise à jour constante de ses composants. C'est exactement ça. Et qui dit formation, dit évaluation. Ah, l'évaluation. La source explique que l'évaluation annuelle sert à mesurer objectivement la performance. C'est la boucle infinie de la productivité, quoi. Si on maîtrise ce vocabulaire, si on joue le jeu, on décroche la promotion. Ce qui peut demander 5 ans de travail acharné selon un des exemples, hein. Ouais, c'est long. Mais le document n'élude pas non plus le game over de ce niveau. Le licenciement. Voilà. C'est glaçant la façon dont ce mot est abordé, je trouve. Le texte le décrit de manière très clinique. Oui, très détaché. Le licenciement est présenté comme la solution ultime quand toutes les autres ont échoué ou comme une fatalité dictée par un motif économique dans un secteur en crise. On y rappelle même que ça doit respecter le code du travail. C'est la règle du jeu. Mais attends, il faut qu'on s'arrête là-dessus une seconde. En lisant ces 20 premiers mots, est-ce qu'on ne fait pas face à une vision horriblement rigide et verticale de la société? C'est une question légitime. Je veux dire, même un mot a priori positif comme communication, il est défini dans la source par un exemple où les employés doivent respecter les délais imposés par la direction générale. La communication, ici, c'est juste la transmission d'un ordre, non?
C'est une critique très juste du monde que ces mots décrivent. Mais c'est précisément pour cela que ce document est précieux. Comment ça? Mais il dépeint pas une utopie. Il dépeint les règles institutionnelles telles qu'elles existent vraiment. Ces structures, elles fonctionnent selon ce lexique précis et presque brutal. C'est vrai. Ne pas comprendre la définition d'une évaluation ou les motifs d'un licenciement, c'est s'exposer au risque d'être broyé par la machine. Comprendre cette rigidité, c'est se donner la possibilité de s'y adapter, voire de s'en protéger. C'est fascinant parce que cette rigidité hiérarchique du bureau, elle s'évapore pas par magie quand on franchit la porte de chez soi. Ah ça non. Et c'est là que l'analyse de notre document bascule vers quelque chose de beaucoup plus intime. Une fois la réunion terminée, qu'est-ce qui se passe? Nous entrons dans la deuxième section de la liste et on plonge au cœur du réacteur domestique et émotionnel. Le changement de ton est radical. D'un seul coup, on passe des stratégies de direction aux tâches matérielles les plus ancrées dans le sol, quoi. Oui, les corvées incontournables. C'est ça. Le texte décortique les courses avec des détails qui sentent vraiment le vécu, la fameuse liste préparée à l'avance pour ne rien oublier, la tactique quasi militaire d'y aller le samedi matin quand il y a moins de monde. On l'a tous fait. Puis on passe à la lessive, faite religieusement une fois par semaine, avec l'injonction de trier le linge par couleur. Le ménage, qui, selon la source, doit être partagé pour éviter les conflits, que ce soit en colocation ou en couple. Et enfin, la cuisine, le moment de rassemblement familial du soir. La source prend aussi le temps d'inclure les loisirs, en précisant bien qu'ils sont la clé pour équilibrer la vie professionnelle qu'on vient de décrire et la vie personnelle. Le fameux équilibre. Mais ce qui fait la force de cette section, c'est pas la liste des corvées en elle-même. C'est la juxtaposition que fait l'auteur. Immédiatement après avoir parlé de trier des chaussettes par couleur, le document nous jette au visage des forces psychologiques massives. Et ça, je trouve ça brillant. On passe du nettoyage de la salle de bain à la joie, la tristesse, la colère, la peur et l'amour. C'est le grand écart. Totalement. Pour essayer de visualiser ça, j'aime bien imaginer un navire en pleine mer. Toutes ces tâches répétitives, les courses, la lessive, le ménage, c'est l'encre du navire. C'est lourd, c'est peu glorieux, mais ça maintient la structure en place. Ouais, ça ancre dans le réel. Exactement. Et les émotions, ce sont les tempêtes. L'auteur a vraiment compris que la gestion de notre équilibre mental passe par la gestion de ce quotidien hyper trivial. L'analogie du navire fonctionne parfaitement, surtout quand on observe comment la source définit ces fameuses tempêtes. Prenons la colère. D'accord. Le texte ne se contente pas de dire que c'est une forte irritation, il explique qu'elle éclate souvent face à l'injustice, mais il ajoute une prescription sociale vitale. Laquelle? Elle doit être exprimée calmement pour éviter d'aggraver les conflits. C'est un vrai manuel de survie émotionnelle en fait. Pareil pour la peur. Exactement. Le document cible la peur de l'échec, celle qui paralyse et qui empêche de tenter de nouvelles expériences. Le constat est clair, c'est en affrontant ces peurs qu'on grandit et qu'on bâtit sa confiance. Et la définition de la joie est superbe, je trouve. Ah oui. Une émotion qui illumine le visage face à l'inattendu et un sentiment qui a cette propriété mathématique un peu étrange de se multiplier quand on le partage. C'est beau. Mais il y a un aspect de ces définitions qui mérite qu'on s'y attarde, je pense. Lequel ? La façon dont la tristesse et l'amour sont traités. Je voulais t'en parler parce que là, je trouve l'auteur presque trop candide. Trop optimiste. Oui, un peu. La source décrit la tristesse comme un chagrin profond, mais elle assure dans ses exemples qu'elle passe avec le temps et avec le soutien des proches, ce qui permet de faire son deuil. D'accord. Quant à l'amour, il est dépeint comme un engagement mutuel durable et un soutien familial inconditionnel. Est-ce qu'on verse pas un peu dans l'angélisme, là ? Je vois ce que tu veux dire. La réalité d'un deuil ou la complexité chaotique de l'amour humain rentre rarement dans des cases aussi propres et résolutives, quoi. C'est certain, la réalité psychologique est infiniment plus désordonnée. Le deuil, c'est pas une ligne droite, et l'amour inconditionnel reste un idéal assez rare. On est d'accord. Mais je suis convaincu que l'objectif de ce document, c'est pas de faire de la psychologie clinique. C'est quoi alors ? C'est de fournir un cap. Ces définitions, elles agissent comme une boussole. Elles rappellent que l'horizon d'attente d'une tristesse, c'est l'apaisement, et que l'horizon de l'amour, c'est la construction. C'est joliment dit. Et surtout, ça souligne que nos plus grandes batailles intérieures se déroulent au beau milieu de ce quotidien banal qu'on évoquait juste avant. On vit ses plus grands chagrins tout en continuant de faire tourner les machines de linge blanc, quoi. L'encre et la tempête, toujours liés. Mais alors, comment l'être humain fait-il pour relier ces deux mondes ? Vaste question. Comment on donne du sens à l'ambition froide de la première section et au chaos émotionnel de la deuxième ? Il faut un outil de traduction. Un cadre. Tout à fait.
Et c'est exactement ce qui nous propulse dans la dernière partie de notre source, l'architecture de la réalité. Nous touchons ici aux fondations cognitives, en fait. Les 20 derniers mots de la liste abandonnent complètement les objets et les émotions pour se concentrer sur le temps, les mathématiques et la logique. Le squelette, quoi. C'est ça. C'est l'interface qui nous permet d'interagir avec le reste. Et tout commence par la maîtrise du temps. La ressource la plus implacable qui soit. Le texte segmente notre perception. Il y a le matin, décrit avec ce rituel super familier du lever du soleil et du café, le moment où l'esprit est censé être frais. Ensuite, l'après-midi. Voilà, réservé aux rendez-vous pratiques ou à la nécessité d'une sieste. Le soir, qui marque le retour à la tribu, la convivialité ou le dîner familial. Et puis le document dézoome de manière vertigineuse. La semaine, découpée entre 5 jours de labeur et 2 jours de repos, jusqu'à l'année et son cycle absolu de 365 jours. Et une fois que le temps est défini, la source introduit les mathématiques du quotidien. Pourquoi est-ce que c'est si crucial ? Parce que c'est ce qui rend l'immensité gérable. On voit apparaître des mots comme nombre, majorité, quantité, proportion et pourcentage. Des mots très froids. Oui, mais l'auteur utilise des exemples extrêmement concrets pour les ancrer. La nécessité d'une majorité absolue pour valider une décision politique, une proportion grandissante des ventes qui basculent sur Internet, ou encore l'idée de reverser un pourcentage précis de ses bénéfices à une œuvre caritative. Il y a même l'exemple d'un objectif de hausse des ventes de 20%. En lisant ça, je me suis dit que cette troisième série de mots, c'est littéralement notre code source. Ah, j'aime bien cette idée. Si les émotions de tout à l'heure sont l'interface graphique, la musique du jeu qu'on ressent, alors les mots mathématiques et logiques, ce sont les lignes de code qui tournent en arrière-plan. C'est très vrai. On essaie de paramétrer la réalité. Et ça devient vraiment flagrant quand le vocabulaire bascule sur la causalité et l'action. Absolument. La mécanique de la pensée critique se met en place à travers des concepts comme cause, raison, conséquence, résultat, effet, but, objectif, projet, initiative, collaboration. Ça fait beaucoup de gros mots d'un coup. Oui, mais ce qui est subtil ici, c'est la distinction sémantique opérée par les exemples. Le document sépare le fait d'avoir une raison qui implique l'obligation de démontrer et d'argumenter pour convaincre, du fait de subir une conséquence. Et pour la conséquence, le texte précise que les effets peuvent se faire sentir pendant des années et qu'il faut les assumer. C'est la chaîne de causalité, quoi. Pas de résultat sans cause, pas de collaboration sans une communication constante entre les équipes. Le document illustre d'ailleurs le mot « projet » par l'exemple d'une équipe de 10 personnes travaillant ensemble pendant 6 mois. Et le mot « initiative » par une action citoyenne mobilisant 1000 participants. C'est magnifique de voir comment ces mots construisent le monde réel. C'est clair. Mais là encore, j'ai envie d'appuyer sur la pédale de frein juste un instant. Vas-y. À force de tout quantifier, avec ses hausses de 10 points, ses 20%, ses dépassements de budget, ne risque-t-on pas de devenir une véritable obsession de l'optimisation ? C'est le grand piège, oui. Je veux dire, si tout dans la vie doit être transformé en projet, avec des échéances, ou en objectif mesurable, est-ce qu'on finit pas par étouffer la spontanéité d'une émotion comme la joie ? Le risque de dérive technocratique est réel. C'est un peu le grand paradoxe moderne. Nous avons tellement peur du chaos, des tempêtes émotionnelles, des licenciements imprévus, qu'on essaie de tout enfermer dans les tableurs et des pourcentages. Voilà, on veut tout contrôler. Cependant, il ne faut pas voir cette logique verbale comme un ennemi de l'émotion. C'est un outil de canalisation. Sans le mot « projet », une envie profonde d'améliorer sa vie ou son quartier, ça reste un simple fantasme. C'est pas faux. Sans la notion de collaboration, la volonté d'aider les autres s'épuise vite. La logique mathématique ne remplace pas le cœur, elle lui construit des routes pour qu'il puisse agir concrètement sur le monde. C'est une façon très puissante de voir les choses. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette plongée dans ces 50 mots ? Bonne question. Quand on prend un peu de recul sur cette partie 3, vocabulaire important, il devient évident qu'on a affaire à bien plus qu'une simple liste à mémoriser. C'est un miroir portatif de la condition humaine. Exactement. Ce document réussit au tour de force de balayer notre existence entière. De la petite anxiété de l'inscription universitaire au drame profond d'une restructuration économique. Il met vraiment sur le même plan l'humilité nécessaire pour faire le ménage et le courage indispensable pour surmonter la peur de l'échec. Et enfin, il nous offre les rouages logiques de la cause et de l'effet pour essayer de donner un sens à tout ça. La grande leçon ici pour notre auditoire, je dirais que c'est que le langage n'est jamais passif.
Non, c'est une technologie active. Absolument. La manière dont on décide de nommer une situation modifie intrinsèquement la manière dont on va y réagir. Donne-moi un exemple. Face à une difficulté professionnelle ou personnelle, si on se dit que c'est une conséquence inévitable, on se place en position de victime, on la subit. D'accord. Mais si on puise dans notre code source pour renommer cette difficulté en objectif ou en initiative, la dynamique s'inverse complètement. On reprend les commandes. Voilà. Les mots que nous choisissons de maîtriser créent, brique par brique, notre réalité quotidienne. Le vocabulaire crée la réalité. C'est une idée qu'on pourrait méditer pendant des heures. Et justement, ça m'amène à une dernière réflexion, un petit exercice mental pour clôturer notre exploration d'aujourd'hui. Je t'écoute. Ce document source, il s'arrête de manière très nette. 50 mots. 50 concepts tangibles, structurés, avec leurs exemples précis. Mais si on y réfléchit bien, la vie ne se trouve pas toujours dans ces définitions claires. C'est sûr. Elle se trouve souvent dans les interstices. Si nous devions inventer un 51e mot à rajouter à cette liste. Un 51e mot, Ouais, un mot qui ne définirait pas une institution, ni une tâche ménagère, ni même une émotion primaire, mais l'espace invisible entre tous ces concepts. c'est hyper intéressant. Comment nommer ce moment de flottement étrange, tu sais, entre la clôture d'un vieux projet et l'étincelle d'une nouvelle initiative? Ou même, plus profondément encore, comment définir cet espace silencieux et complexe qui sépare la colère du véritable pardon? Ah oui, un concept de pardon qui, soit dit en passant, brille par son absence dans ces 50 mots. C'est vrai, il n'y est pas. Quel serait ce 51e mot? C'est une question qui mérite vraiment d'être posée à ceux qui nous écoutent, Une belle invitation à la réflexion. car elle nous pousse à contempler les limites fascinantes de notre propre langage. Ce document pédagogique en 10 points tente d'amener les apprenants au niveau B2 en liant les règles de grammaire fondamentales à l'enrichissement du vocabulaire. Exactement. Et l'explication grammaticale présente un décalage majeur entre l'audience visée et le niveau réel des concepts abordés. Bah oui, c'est le gros problème d'entrée de jeu. La faiblesse ici, c'est que le texte promet de s'adresser à des apprenants B2, donc des utilisateurs indépendants, tu vois. Ouais, des gens qui lisent la presse, qui débattent. Voilà. Mais il consacre une grande partie de son espace à des concepts fondamentaux de niveau A1 ou A2. Genre, on leur rappelle gentiment que beau devient belle. Ah oui, où on prend le temps de définir les articles définis comme le, la, les. C'est assez lunaire à ce stade. Carrément. On leur explique même la négation basique, ne pas, autour du verbe. Ces rappels freinent complètement la progression de l'apprenant B2, qui maîtrise déjà tout ça. Il s'attend à être mis au défi, quoi. Tout à fait, ça crée une vraie friction cognitive. Je vois bien où l'auteur veut en venir ici. Voyons comment nous pouvons renforcer cela. C'est un peu comme s'inscrire à une masterclass de haute gastronomie, un truc pointu et... Et le chef passe 1 heure à t'expliquer comment faire bouillir de l'eau. Exactement. L'intention de consolider les bases est louable, mais le public visé se sent infantilisé. Mais c'est sûr, ils vont décrocher. La suggestion pour corriger ça, c'est de rehausser immédiatement la complexité des règles présentées pour qu'elles correspondent aux véritables défis du niveau B2. Faut se concentrer sur les exceptions en fait. Ouais, les nuances, les cas particuliers complexes. Par exemple, au lieu de faire un rappel basique sur l'accord des adjectifs, l'auteur pourrait attaquer de front l'accord des adjectifs de couleur composée. Ah, genre des chemises bleu clair. Voilà, des chemises bleu clair. C'est là que le cerveau d'un B2 commence à chauffer. Bah oui, parce que son instinct lui hurle d'accorder bleu avec chemise. Exactement. Et il faut expliquer pourquoi on ne l'accorde pas. Au lieu de la place basique de l'adjectif, genre un grand projet, on pourrait explorer les adjectifs qui changent radicalement de sens selon leur position. Un grand homme contre un homme grand. C'est ça, d'un côté on a le sens figuré, subjectif, la stature morale. Et de l'autre, la taille objective en centimètres. Ouais, c'est cette dualité qu'un B2 cherche à maîtriser. Et puis, il faut remplacer ces pronoms sujets basiques, genre je, tu, il. Franchement, voir ça à ce niveau, ça pique un peu les yeux. C'est clair, on pourrait utiliser des structures B2 avec les pronoms relatifs composés, genre lequel, auquel, dont. Ça demande une vraie gymnastique mentale. Absolument. Et toute cette gymnastique, ça nous amène forcément au sens. Parce que la séparation stricte entre les règles de grammaire et leur impact direct sur la sémantique dilue l'objectif principal du document. Ouais, c'est la deuxième grande faiblesse. Dans les sections sur les prépositions, comme de, à, pour, ou les compléments de verbes genre décider de, réussira, le texte se contente de lister des règles de construction.
Est-il possible qu'en se concentrant uniquement sur la structure grammaticale pure, on néglige la promesse d'enrichissement du vocabulaire? On dirait bien, oui. L'auteur n'explique pas du tout comment ce choix grammatical enrichit ou modifie le vocabulaire. On dirait un tableau Excel, quoi. C'est ça. L'apprenant voit la mécanique, il sait où placer la préposition, mais il ne comprend pas le gain sémantique. Il n'y a pas d'âme dans cette approche. La grammaire, c'est pas juste des cases à cocher. Et du coup, la suggestion ici, c'est de recadrer les points grammaticaux pour démontrer systématiquement les glissements sémantiques provoqués par ces choix grammaticaux. Montrer que la préposition, c'est un aiguillage qui change complètement la direction de la pensée. Tout à fait. Pour donner un exemple concret, l'auteur pourrait opposer des paires de verbes où la préposition change tout le sens du vocabulaire. Ah ouais, genre jouer à un sport par rapport à jouer de un instrument. Exactement. Le verbe est le même, mais l'univers derrière bascule complètement. Ou encore plus piégeux pour les apprenants, contraster manquer à et manquer de. Oh là là, oui. Le terrain miné par excellence. Surtout pour les anglophones avec leur verbe to miss. C'est clair, faut montrer la nuance entre la douleur émotionnelle de « tu me manques » où le sujet est inversé. Et la rupture de stock physique, genre nous manquons de budget. C'est fondamental. Imagine l'étudiant qui dit à son boss « vous me manquez » au lieu de « je manque d'instruction ». C'est le malaise absolu au bureau. Carrément. C'est pareil pour les articles définis et indéfinis. Au lieu de rester sur du théorique abstrait, il faut illustrer des nuances de vocabulaire subtiles. Opposé, c'est un professeur qui te rend juste dans une case professionnelle. Face à, c'est le professeur dont je t'ai parlé. Voilà, le fameux qui crée une bulle de connivence, un pacte secret avec la personne à qui tu parles. C'est de la diplomatie conversationnelle à ce stade. Complètement. Et pour que cette diplomatie fonctionne, il faut s'adapter à la situation. Ce qui nous amène à notre dernier point. Ouais. Les exemples fournis omettent d'illustrer les variations de registre et de contexte, pourtant promises dans l'introduction du texte. C'est dommage, parce que l'introduction était super prometteuse là-dessus. Elle affirmait bien que la difficulté au niveau B2, c'est de savoir utiliser les mots selon le registre et le contexte. C'est la faiblesse majeure de cette partie. La mise en pratique est ratée. Mais oui, on se retrouve avec des exemples tout au long du texte, genre le projet est bon mais coûteux, ou je lui parle. Des trucs ultra cliniques. Dénuer tout contexte, ouais. C'est clairement exposé. Je me demande cependant si nous avons envisagé de montrer comment ces phrases vivent dans le monde réel. Parce que là, elles ne vivent pas. Elles ne montrent aucune variation de ton. Pas de formel, pas de familier, pas de professionnel. C'est plat, quoi. C'est généré sous cloche. La réalité de la langue, c'est élastique. La suggestion pour corriger ça, c'est d'intégrer des comparaisons multiregistres pour une même structure grammaticale. Mettre les phrases côte à côte pour prouver visuellement et textuellement comment le ton change. Exactement. Pour donner des exemples d'amélioration concrets, dans la section des connecteurs logiques, on pourrait présenter un tableau contrasté. Ouais, montrer le fossé entre les registres. D'un côté, un registre formel, lourd, genre par conséquent, la direction a décidé de repousser la date. Le passage de par conséquent à donc et de la direction à on a. C'est vital de savoir naviguer entre les deux sans couler. Un B2 qui utilise par conséquent à la cantine, il a l'air complètement robotique, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Et cette nécessité de s'adapter, elle est encore plus frappante dans la section sur la négation. Ah, le fameux traitement du nœud, ouais. Le texte il explique comment encadrer le verbe avec le ne et le pas de façon très rigide. Sauf que la négation standard écrite, genre le projet n'est pas validé, ça marche pour un email officiel. Mais il faut absolument la comparer avec sa forme orale courante où le ne disparaît complètement. Le projet n'est pas validé. C'est une compétence vitale pour un niveau B2, de savoir faire tomber ce nœud. S'il le garde tout le temps, il flingue son camouflage social, quoi. Grave. C'est la différence entre réciter un livre et incarner la culture. Bon, on arrive à la fin de notre analyse. Ouais, pour conclure, ce document possède une base logique et une structure claire. L'intention de départ est bonne. Mais il nécessite un ajustement majeur pour véritablement servir son public B2. Les 3 actions principales à mettre en œuvre sont assez nettes. D'abord, élever les concepts grammaticaux pour se concentrer sur les nuances et exceptions complexes. Fini les rappels de niveau A1 qui frustrent l'apprenant, quoi. Ensuite, lier systématiquement chaque règle de grammaire à son impact direct sur le sens du vocabulaire. Montrer le pourquoi de chaque préposition ou adjectif. Voilà. Et enfin, enrichir les exemples en contrastant différents registres, genre formel contre standard oral. Ça donnera enfin vie à toutes ces théories. Tout à fait. Nous invitons chaleureusement l'auditeur à retravailler son matériel avec ses axes d'amélioration et à nous le soumettre à nouveau pour une future analyse.
On a vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Absolument. Ça a le potentiel de devenir un outil super puissant.